100 000 € de marge. Là, c'est sûr que ça stresse, quoi. Ça fait beaucoup de sous. Ce qui m'a vraiment impressionné sur la fin, alors je voudrais 2 chiffres, je voudrais savoir avec quel trésor tu tournais, parce qu'à mon avis, ça doit être ridicule. Et quand tu m'as dit que tu as arrêté, quand tu as voulu scaler justement sur les voitures de sport, c'était quoi le chiffre d'affaires de ton dernier mois? Qui me dit, écoutez les gars, vous achetez une Ferrari, je vous la loue. Alors moi, bien sûr, feu, je pars. Si tu vends un produit de qualité et que tu es sûr que cette voiture, elle sera bénéfique pour ton client, qu'il n'y a pas de loup, etc., bah, tu vas bien la vendre et tu n'auras pas de problème à vendre. Nouvelle vidéo ensemble, Seb, Avec plaisir, comme d'hab. dans laquelle on va parler des 3 principaux business models autour de l'automobile. On a le dépôt-vente automobile, la location de voitures et le commerce automobile plus en général avec l'importation automobile, ce qu'on fait nous. On va rentrer un petit peu dans le détail de chacun de ces 3 business models. Et on va expliquer en quoi ça consiste, quels sont les avantages et inconvénients de chacun des business models. Donc si tu le souhaites, on peut commencer par le business model du dépôt-vente avec, des enseignes comme Transac Auto et Vigo, ou alors c'est quelque chose aussi qu'on peut pratiquer en tant qu'indépendant sans forcément être attaché à une enseigne, à une franchise. On s'était un petit peu intéressé à ce modèle-là, avec notamment Transac Auto avec qui on était en contact. Et finalement, on n'a pas abouti, on n'a pas donné suite par rapport à ça, pour différentes raisons qu'on va évoquer. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses de ce modèle en général déjà, le dépôt-vente? Pour toi, quels sont les avantages, inconvénients? Est-ce que tu en as fait? Bien sûr, oui. Et qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Bien sûr, le dépôt-vente est très intéressant. Pourquoi? Parce que déjà, on travaille pas, on n'a pas besoin de trésorerie. Donc ça, c'est déjà très intéressant. Avantage numéro 1. Pas besoin de trésor, quoi. Là, on est vraiment au top à ce niveau-là. Après, ce qu'il y a, c'est que le dépôt-vente, il faut aussi connaître les produits, arriver à cibler certains produits qui pourraient éventuellement vous intéresser. Ce business model rapporte beaucoup d'argent, par exemple pour Transac Auto ou d'autres numéros 1 dans cette catégorie. On va dire qu'ils sont aujourd'hui des poids lourds. C'est un business qui est quand même bien rodé, bien ficelé. Nous, on était intéressés. Pourquoi? Parce qu'on pensait, je crois que tous les deux, on s'est dit, on va apprendre quelque chose, quoi. Et en fin de compte, on n'a rien appris. C'est très intéressant pour des personnes qui vont commencer. Mais moi, personnellement, j'ai commencé le dépôt-vente, c'est des gens qui sont venus vers moi. Ce n'est pas quelque chose que j'ai pratiqué tout de suite. Et ensuite, j'ai appris à travailler avec, tout simplement. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de très intéressant sur plusieurs points. Par exemple, ce qu'il faut faire attention aussi dans le dépôt-vente, c'est le contrat. Tu es d'accord avec moi? Parce que souvent, les gens, la première question, c'est est-ce que la voiture est assurée ou pas? Je ne sais pas si on t'a déjà posé cette question-là. Oui, tout à fait. Moi, je préconise que le véhicule reste assuré par le client. Okay. Maintenant, nous, on a aussi une assurance garage, si tu veux, qui nous permet de couvrir ces véhicules-là, même s'ils sont en dépôt-vente et que ça ne fait pas partie du stock. Exactement, mais en tant que professionnel, le véhicule, à partir du moment où il rentre chez le professionnel, que ce soit n'importe où, que vous allez pour une révision chez Mercedes, chez Renault, chez BMW, à partir du moment où le véhicule est dans leur flotte, quoi. Dans leur flotte, ce qui se passe, c'est que c'est assuré, quoi. Le véhicule est assuré chez eux, quoi, directement. C'est ça. Et sur le contrat de dépôt-vente, on a aussi d'autres informations comme le relevé du kilométrage, le prix convenu, net vendeur. Alors par rapport à ça, il y a différentes écoles. Il y en a qui affichent une commission fixe, d'autres qui affichent un prix net vendeur et ajoutent une commission sur ce tarif qui est convenu avec le client. Et effectivement, le dépôt-vente, en fait, ça va dans les deux sens. C'est intéressant, effectivement, pour le professionnel qui prend le mandat, puisque, comme tu l'as dit, il n'y a pas d'immobilisation de trésorerie. Exact. Et si tu veux, c'est du stock supplémentaire donc par rapport à sa vitrine, et ça lui permet de dégager de la rentabilité supplémentaire en plus de son stock propre. Et pour le client, ça lui permet d'une part de se délester de toutes les démarches par rapport à la vente de l'auto, donc les visites, les appels, etc. Ça vient sécuriser la transaction pour le client et pour les deux parties d'ailleurs, pour l'acheteur comme pour le vendeur, puisque on est là pour sécuriser le transit des fonds, pour s'assurer que le propriétaire du véhicule soit bien payé et que le client
prennent possession d'un véhicule qui soit sain et qualitatif, puisqu'on a aussi cette responsabilité en tant que professionnel. Et il y a une nuance un petit peu par rapport à ça. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais il y en a beaucoup qui disent dans le dépôt-vente, il n'y a pas de garantie. Oui. Le professionnel est complètement dédouané de la garantie, etc. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, puisque j'estime qu'à partir du moment où le véhicule est annoncé et commercialisé par un professionnel, il y a quand même une notion de garantie, même si sur la cession du véhicule, c'est une transaction de particulier à particulier. C'est vrai. J'ai jamais eu le cas avec enfin, j'ai déjà eu des litiges qu'on a réglés à l'amiable dans le cadre d'une vente d'un véhicule qui était en dépôt-vente. Mais encore une fois, dans ces cas-là, le client il dit ok, je comprends, c'était un dépôt-vente et sur la cession, c'était pas le nom de votre société. Mais j'ai acheté à vous. Mais je l'ai acheté à vous. Voilà. C'est vous qui l'avez commercialisé, donc à un moment donné, vous êtes quand même garant de ce que vous vendez. Exactement, oui. Ça, c'est certains points aussi qui sont un peu nébuleux, on va dire. C'est un peu compliqué. Moi aussi, j'ai eu des soucis là-dessus. Souvent, des gens malheureusement malhonnêtes sur le dépôt-vente vous ramènent la voiture, ils savent pertinemment qu'il y a un souci, un joint de culasse ou des choses comme ça. Donc, il faut être très vigilant, il faut vraiment bien checker le véhicule. Ça, c'est notre métier, hein, c'est notre cœur de métier. Après, de mon côté, ce que j'ai remarqué, et ça m'horripile un peu, c'est que souvent les gens, ils voient des prix sur Internet, tu vois, et au niveau du dépôt-vente, et puis ils disent, voilà, moi je veux ce prix-là, quoi. Alors que c'est un prix du marché qui n'est pas du tout en cohésion par rapport à une vente future, on va dire, entre parenthèses. Parce que nous, on est quand même professionnels, on va avoir peut-être une reprise aussi dessus, ça tu le sais pertinemment. Ensuite, on va aussi mettre, comme tu l'as dit avant, on va aussi peut-être mettre des garanties dessus, on va aussi faire des financements, donc il y a un accompagnement où justement le particulier, qu'est-ce qui se passe? Il vend sa voiture, il ne veut pas l'échanger, hein. Lui il veut les sous, c'est tout, ça s'arrête là, on est d'accord. D'où l'intérêt du dépôt-vente en passant par un professionnel d'automobile, puisque les 3 points que tu as cités, ça permet justement de vendre la voiture plus rapidement, puisque, comme tu l'as dit, le particulier, lui, il veut juste récupérer son cash. Exact. Et le professionnel, ce qu'il va proposer, et ça vient le démarquer d'une vente de particulier à particulier, c'est d'une part la reprise de l'ancien véhicule du client. Donc ça, le professionnel, normalement, il sait faire. Deuxièmement, appliquer une garantie sur l'auto, donc avec différents garantisseurs, des prestataires externes, type WTW, Opteven, etc. Et le troisième point, c'est le financement. Donc certains professionnels, la plupart même je dirais, sont en partenariat avec des organismes de financement type Financo, Santander, Viaxel, Cofidis, etc. et peuvent proposer du financement du type crédit classique ou bien LOA ou bien crédit ballon, etc. Donc c'est ça aussi qui permet aux professionnels d'avoir un panel de services autour de la vente automobile qui permet de vendre rapidement et à un tarif plus élevé que le particulier s'il vendait directement. Et au-delà de ça, je pense qu'à partir d'un prix, je dirais, de 50 000 euros, un professionnel a beaucoup plus de chances de vendre qu'un particulier. Au-delà de 50 000 euros, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ça se complique pour une vente de particulier à particulier. Alors là-dessus, il y a pas mal de choses, on pourrait creuser, on pourrait en parler durant des heures, ça c'est clair. Pourquoi? Parce que le particulier, ce qui va se passer, c'est que il va aussi recevoir les gens. Alors, il ne va peut-être pas les recevoir sur un parking du Leclerc ou du Cora, etc. Souvent, il est obligé de les accueillir chez lui à la maison. Peut-être qu'au téléphone, ça ne passe pas. Tu vois, ça va être compliqué. C'est quelque chose qui est, j'irais, de risqué. Et ce que j'ai remarqué aussi en ce moment, par rapport aux particuliers, ils ont du mal à vendre leur voiture. Je ne sais pas si tu as remarqué ça aussi. Je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, parce que les gens se méfient, ils disent voilà, c'est un particulier, il n'y a pas de garantie. Souvent, ils appellent, ils ne répondent pas, ou le particulier, il envoie un SMS, c'est qui? Mais je pense que, tu vois, avec le temps, l'image du professionnel d'automobile, c'est quand même un petit peu embelli. Autrefois, le professionnel d'automobile il avait vraiment mauvaise réputation et je pense qu'avec le temps, il y a un peu un tri qui s'est fait et un professionnel d'automobile aujourd'hui a quand même
une image un petit peu plus qualitative et Oui. mieux perçue. Globalement, il y a toujours hein, des margoulins ou des personnes qui font mal le boulot. Mais par rapport à l'époque, tu vois, j'ai l'impression effectivement que les particuliers se méfiaient beaucoup des professionnels d'auto. Ça, Et là, c'est c'est vrai. plus le cas. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'en tant que professionnel, n'importe qui pouvait, je veux dire, entre parenthèses, ouvrir son garage, avoir pignon sur rue, fermer au bout de quelques années. Toi, tu es sur la place depuis 12 ans, moi 22 ans. Donc c'est vrai qu'on se répète peut-être si vous avez déjà vu ces vidéos, mais on estime qu'on est vraiment des hommes de l'art. On est vraiment des pros parce qu'on a vécu plein de choses. On va encore en apprendre tous les jours. C'est clair. Mais aujourd'hui, ce que vous avez, vous, ça veut dire, et ce qu'on a, c'est un outil qui avait peut-être pas à l'époque, c'est Internet. Internet a aussi révolutionné. Hein. Ah non, Je veux c'est dire, clair. tu peux faire des comparaisons de prix. Aujourd'hui, on voit que le prix est lissé aussi sur certains véhicules sur l'Europe. Donc, c'est complètement différent. Il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place. Et c'est vrai que le dépôt-vente, moi, si je serais un particulier, personnellement, je ne sais pas, ça vous est déjà arrivé, tu vois, quelqu'un t'appelle, dit samedi matin, il va venir. Toi, le vendredi soir, tu cours vite, à l'éléphant bleu, tu vas aspirer ta voiture, tu la laves, et le lendemain matin, il n'y a personne qui vient, quoi. Donc, tu te dis, voilà, c'est un peu plus compliqué que ça, quoi. Oui, et surtout que finalement, si le professionnel arrive à vendre la voiture un petit peu plus cher, l'un dans l'autre, pour le propriétaire du véhicule, ça ne change pas grand-chose financièrement parlant. Donc, pourquoi nous, on ne s'est pas rattaché à un franchiseur pour le dépôt-vente? C'est quelque chose qu'on fait ici en interne. Alors, je pense personnellement que la solution Transac Auto, Evigo, etc., c'est des solutions qui sont intéressantes pour des personnes qui sont, alors c'est pas péjoratif ce que je dis, mais peut-être entre le salariat et l'entrepreneuriat, qui Exact. ont besoin d'un accompagnement, qui ne sont pas 100% entrepreneurs, qui sortent du salariat et qui veulent se diriger vers l'entrepreneuriat et qui sont un petit peu novices en la matière. Et Donc, là, c'est un accompagnement, tu veux dire. voilà, c'est ça. Et là, je trouve qu'il y a un intérêt à rejoindre une franchise, et ces franchises-là sont intéressantes. Et l'inconvénient, nous, principal qu'on a vu par rapport à ça, c'est que sur le dépôt-vente, j'estime que c'est une activité qui peut être complémentaire à notre business model, mais je ne pense pas qu'on puisse faire fortune avec ce modèle-là uniquement, puisque les marges sont vraiment réduites. Aujourd'hui, quand vous regardez les stats par rapport aux marges commerciales qui sont réalisées sur des opérations de dépôt-vente, on est sur une moyenne de 1 800 €, alors que nous, on est sur une moyenne qui est beaucoup plus élevée Exact. en étant propriétaire des véhicules et en faisant ces opérations d'importation et de revente du véhicule. Là, on est sur des fortes valeurs ajoutées. Et c'est surtout pour cette raison que nous, on a décidé de rester indépendant, de faire cette activité, mais en parallèle de notre business actuel. La procédure, elle est simple par rapport à ça. Si on souhaite développer un petit peu le pôle dépôt-vente d'une entreprise liée au commerce automobile, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces structures-là ont des centres d'appel. La prospection se fait via des sites d'annonces qu'on connaît tous, Le Bon Coin, La Centrale. Et le but, c'est de récupérer un mandat, mais avant ça, d'obtenir un rendez-vous en agence. Donc, le centre d'appel passe des coups de fil sur des annonces de particuliers, propose justement le dépôt-vente aux clients, aux propriétaires, et ensuite, il y a un rendez-vous qui se fait en agence, et là, il y a une signature du mandat qui se fait éventuellement. Mais là, justement, je te rejoins, et c'est ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire que le particulier, ce qui va se passer, c'est que durant 15 jours, 3 semaines, il a mis son annonce, il va avoir peut-être 0 coup de fil. Et là, on lui tend la perche et il se dit pourquoi pas. On est d'accord. Et c'est là que il rentre en fin de compte dans ce système de dépôt-vente. Et c'est un marché qui est très concurrentiel. Il y a beaucoup de clients qui se plaignent un petit peu de ça, parce qu'à l'époque, il y avait peut-être 1 ou 2 acteurs. Des acteurs historiques, mais aujourd'hui, en fait, un particulier, quand il met une annonce sur Le Bon Coin, il se fait harceler justement par ce type d'enseigne. Un peu comme dans l'immobilier. Un peu comme dans l'immobilier. Voilà, tu mets ton appartement à la vente. C'est ça. Si tu ne marques pas agence s'abstenir. Exactement. Et là, on a le phénomène dans l'automobile, donc c'est très concurrentiel. Il y a des avantages, je veux dire, ces enseignes-là gagnent de l'argent, heureusement d'ailleurs, mais ça demande beaucoup plus de volume.
que quand vous avez du stock propre et que vous commercialisez et que vous êtes maître de votre marge. Parce que demain, si tu rentres un dépôt-vente à 15 ou 20 000 euros, tu ne peux pas prendre 5 ou 10 000 euros de marge de commission sur la voiture. Tu peux peut-être prendre 1 000, 1 500, voire 2 000 euros, mais pas plus. Après, quand le prix du véhicule est beaucoup plus élevé, effectivement, on peut espérer des marges un petit peu plus confortables et des commissions plus élevées. Mais en général, encore une fois, la marge moyenne constatée, la commission moyenne constatée sur ce modèle-là, c'est 1 800 euros. Donc pour arriver à 180 000 euros de commission, ça représente une centaine de ventes, quoi. C'est énorme, ouais. C'est énorme. En sachant aussi que le particulier non plus est novice. Alors pourquoi novice? Parce qu'il ne veut pas voir, par exemple sur la Mercedes, c'est pas marqué que la révision va faire dans 30 jours, dans 60 jours. Pour lui, la bosse qu'il a à l'arrière gauche, il vit avec depuis, parce qu'il l'a acheté déjà comme ça. Donc tout ça, je pense que c'est compliqué aussi. Tu sais, on a souvent la remarque, ah mais ça a été déjà. La rayure ou la bosse, tu vois. Ça a été déjà, c'est pas moi. Ou c'est ma femme, oui, la jante. Voilà. La jante, c'est les femmes. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce modèle-là. Oui, il y a beaucoup encore à dire et puis on pourra éventuellement, si ça intéresse tes abonnés, travailler, redévelopper là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un peu court. Tous les sujets sont un peu courts, il faudrait un peu plus les creuser, sinon on perdrait trop de temps et puis il y en a peut-être qui ne sont pas intéressés par ce business model, quoi. Passons au deuxième business model. Le deuxième modèle économique, c'est la location de voitures, que j'ai pratiqué. Il fut un temps, il y a à peu près 5-6 ans de ça. Alors moi, ce que je faisais en fait, c'était de la location de voitures entre particuliers avec une plateforme qui s'appelait Drivey à l'époque et qui est devenue Getaround. Getaround, ok. C'est ça. Là, encore une fois, c'est quand même très concurrentiel. Cela dit, à l'époque, moi, je n'avais pas la situation actuelle, financièrement parlant et autres. Et effectivement, ça me permettait d'avoir un complément de revenus par rapport à ça. Donc j'avais 3 voitures que je mettais sur cette plateforme et à peu près une fois par semaine, j'allais sur place pour nettoyer les véhicules, etc. Et par voiture, j'arrivais à générer à peu près entre 300 et 500 euros de location. Donc sur vraiment de très bonnes périodes, des périodes où il y avait le marché de Noël en décembre. Tu parles par mois ou par jour? Par mois. Par mois, ok. Donc en gros, si ça fait une moyenne de 400, quoi. Oui. Donc ça fait 4 800 par voiture. En gros, tu développais un peu moins de 15 000 balles, quoi. 15 000 euros par an. Par an, ouais. Oui, alors des fois, ça montait un petit peu parce que tu sais, tu avais aussi des indemnisations d'assurance sur des véhicules qui avaient des dommages. Donc je crois que sur l'année 2020, j'avais fait un petit peu plus de 20 000. J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais en moyenne, un véhicule standard te rapporte entre 300 et 500 euros de location nette pour toi. Pour toi, ouais. Voilà. Donc à l'époque, voilà, moi ça me permettait de payer 2-3 trucs. Mais c'est vrai que ça demande quand même du travail et de l'effort. Si vous avez peut-être 10, 15, 20 voitures, effectivement, vous pouvez peut-être en vivre. Mais il y a beaucoup de gestion opérationnelle. Et moi, c'est pour ça que j'ai arrêté, parce que bon, à un moment donné, je voyais que je passais vraiment beaucoup de temps avec ça. Donc, à contrôler la voiture quand elle revient, gestion des amendes, parce que ça, il y en a toujours. Ah ouais? Ah oui, non, ça c'est terrible. J'avais eu un locataire une fois, il avait loué un véhicule en 7 places, il était parti en Hollande. Et je te dis pas ce que j'ai trouvé dans la voiture, je te dis pas dans quel état était la voiture. Et j'ai reçu peut-être 3-4 amendes alors qu'il l'avait loué pour un week-end, tu vois. Donc il a abîmé la voiture. J'ai dû gérer des amendes et quand c'est à l'international, tu sais, des fois Ça, c'est le mauvais côté. Ça, c'est le mauvais côté, quoi. Ouais. Ça, c'était un peu chiant, alors que, tu vois, quand tu achètes, tu vends une voiture, tu n'as pas tout ça, quoi. Mais toi, là, comme tu en parles, j'ai l'impression que tu ne recommandes pas ce modèle parce que ça t'a un peu... Mais pour une personne lambda, ça peut être quand même cool, quoi. Il serait peut-être... Oui, effectivement. Après, voilà, si vous pensez que vous pouvez générer beaucoup plus de valeur autrement en faisant du commerce, du business, et que vous avez un capital qui est dédié à une certaine activité, je ne le recommande pas. Par contre, si vous êtes employé et que vous voulez un petit complément de revenus pour arrondir vos fins de mois, là, ça peut être intéressant. Ça dépend vraiment de l'ambition de chacun. Mais moi, voilà, je l'ai fait pendant à peu près 2 ans. Ensuite, j'ai arrêté parce que voilà,
J'y passais trop de temps et il y avait trop de gestion de problèmes, quoi. Mais toi, tu serais plutôt pour que louer ta voiture personnelle ou acheter un véhicule propre pour justement faire cette location? Et quel véhicule propre il faudrait acheter? Quel véhicule a bien fonctionné, par exemple, dans ton cas où tu avais quand même un… Alors, si on part sur 3 voitures, parce que je pense que c'est vraiment à partir de là que tu arrives à prendre de l'argent. Une voiture, tu vois, si tu as 300, 400 euros par mois, je veux dire, ça ne va pas, Ouais, c'est vrai, t'as ça va raison. pas avoir un impact significatif sur ton train de vie ou autre. Mhm. Mais à partir de 3 voitures, ça commence à être intéressant. Et moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais une voiture basique type citadine. J'avais une voiture, donc celle-là, c'était l'entrée de gamme la moins chère. J'avais une voiture familiale type 7 places. Donc ça, c'était intéressant d'avoir un 7 places parce que ça te permet de te démarquer parce que sur la plateforme, tu vas avoir par exemple dans une ville 50 Clio, mais tu n'auras peut-être que 3 Scénic ou 3 Citroën Picasso en 7 places. Et le 7 places, ben, ça te permet de louer plus cher. Et j'avais un utilitaire. Et toi, tu remettais les clés alors aux locataires ou pas? Alors non, ça justement, je ne voulais pas. En fait, tu as des boîtiers qui existent. Ok. Qui connectent directement le calculateur de l'auto pour qu'avec l'application, tu puisses déverrouiller l'auto et faire ton état des lieux en tant que client. Donc l'expérience client était pas mal, tu arrives, tu ne rencontres pas le propriétaire, tu fais tes photos, ton état des lieux, et ensuite, une fois que tu as payé, tu déverrouilles l'auto avec l'application. Et après, cool. Pareil au retour. Donc toi, tu avais juste les SAV, le nettoyage. C'est ça. C'est ça. Ouais. Et au niveau du plein, le boîtier, il enregistre aussi le plein, les kilomètres? Alors ça aussi, c'était un sujet parce que des fois, ça marchait. Sur certains véhicules, ça ne marchait pas. Ok. Donc il suffit que toi, systématiquement, voilà, tu essayes de mettre à disposition un véhicule qui a le plein, mais le boîtier ne détecte pas que le véhicule revient avec un réservoir quasi vide. Tu mets un plein à 100 euros, tu loues la voiture à 200 euros, tu vois. Ouais, c'était que des choses comme ça qui m'ont un petit peu refroidi de la location de voiture entre particuliers. Après, il y a aussi le sujet de la location de voiture, mais sportive. Ça, on va en parler aussi. Toi, c'est quelque chose que tu n'as jamais fait? Écoute, j'ai eu énormément de demandes. Pour être franc, mais là, je vais t'apprendre quelque chose. À mes débuts, donc à la création de ma société en 2004, j'avais un expert comptable qui nous a suivis et qui dit, écoutez les gars, parce que j'avais un associé à l'époque et on s'est quitté assez rapidement, qui me dit, écoutez les gars, vous achetez une Ferrari, je vous la loue. Alors moi, bien sûr, feu. Je pars, j'achète un… Faut pas te le dire 2 fois, tu vas à fond direct. Là-dessus, je suis bélier. Hein. Donc on a acheté une 348 rouge, magnifique, en GTS avec le toit qui s'enlève, super sympa quoi. On l'achète, on se dit ça y est, on y va, on contacte notre assurance. Non. Alors on a essayé, on a contacté d'autres assurances, ils nous ont expliqué qu'il fallait minimum 3, 4, 5, 6, 7 voitures pour faire cette location. Donc ce qui m'a assez refroidi à ce niveau-là. Et après j'ai eu de la demande aussi sur la société par rapport aux véhicules qu'on avait de prestige, souvent les Subaru STI, tu vois, ça c'était un peu, je veux dire pour les mariages, des choses comme ça quoi. Mais sinon j'ai pu travailler si tu veux sur ce point-là quoi, malheureusement. Alors moi, je pense que il y a une problématique, si tu veux, de filtrer les demandes que tu as, parce que si tu loues à n'importe qui, eh bien, tu peux te retrouver avec un véhicule qui revient avec vraiment de nombreux problèmes. Ça, c'est le frein et l'inconvénient que j'y vois. Il y a des solutions avec des cautions, des assurances, etc. pour te protéger, mais j'avoue que c'est un business qui ne m'a jamais intéressé. Parce que je pense que si tu fais cette activité, tu peux vite te retrouver en conflit avec des clients qui travaillent une voiture avec une jante abîmée, qui vont te dire « Ah non, mais ça, c'est pas moi ». Tu vas te retrouver en conflit parce que tu vas devoir garder une caution ou autre. Et moi, je suis un amoureux de l'automobile et j'aime bien quand les véhicules sont respectés. Et malheureusement, ça, tu ne peux pas le contrôler et le vérifier. Tu loues une voiture. La plupart du temps, ceux qui sont intéressés par louer une voiture, c'est des personnes qui vont faire le rodéo dans des mariages, etc.
Moi, je suis pas trop partant pour ce business model-là, parce que, encore une fois, le rapport risque-bénéfice est pas équilibré. Mais effectivement, on peut générer de la valeur avec ça. Et encore une fois, il y a cette problématique, c'est-à-dire que tu as le choix de partir sur un financement sur un véhicule donc que toi-même tu loues pour le relouer derrière, donc faire de la sous-location. Et là, je pense que tes marges sont réduites et en plus de ça, tu as une charge financière parce que si tu ne loues pas la voiture, c'est toi qui vas débourser 2 000, 3 000 euros pour la location d'un classe G par exemple. Donc tu seras un petit peu en stress parce que voilà, tu es obligé de louer la voiture. De l'autre côté, tu vas devoir choisir les personnes qui louent les voitures. Donc c'est pareil. Des fois, je pense que si tu es sous pression par rapport à ça, avec une mensualité de crédit ou autre, tu vas céder en te disant bon, là, j'ai pas loué, donc il faut que je loue. Et de l'autre côté, si tu veux faire ce business avec tes fonds propres, donc acheter en propre des véhicules, les assurer pour les louer derrière, je pense qu'il vaut mieux, encore une fois, par rapport à tous les problèmes que ça peut engendrer, faire une opération d'achat-revente du commerce. C'est comme un marchand de biens dans l'immobilier. Tu achètes, tu vends, c'est terminé. Il n'y a plus d'histoire. Alors que là, quand tu loues, bah, tu as toujours en fait, cette épée de Damoclès sur la tête et tu te dis est-ce que le véhicule va revenir conforme, est-ce que je vais avoir un litige avec le client, etc. etc. Donc, moi, c'est pour ça que c'est un business model qui ne m'a jamais intéressé. Quoi. Ok, ouais. Après, moi aussi, là, je suis entièrement d'accord avec toi sur ce business model de voiture de luxe. C'est un peu, je veux dire, il faudrait mesurer les pneus, il faudra un pont pour la mettre au-dessus, regarder au niveau des bas de caisse, parce que j'avais vu une émission là-dessus, au niveau de la Côte d'Azur, ils font beaucoup ça. J'ai vu ça sur Paris, aux Champs-Élysées. Je crois que c'était il y a 2 ans, ils avaient des Ferrari, des Lambo, etc. Et il y avait un type à côté, louez-moi, mais je ne pense pas que c'était cher, tu vois, ça devait être 200 balles un petit tour, quoi. C'est un peu assez space, ça fonctionne peut-être tous en plaque allemande comme par hasard. Ah oui, c'est l'Allemagne et la Pologne en fait, qui fournit ces véhicules-là de sport et des véhicules de luxe destinés à de la location. Je suis un peu perplexe sur ce business model-là. C'est une tradition de s'afficher avec les plus belles voitures possibles. En général, quand on sort pour un mariage, on sort une belle voiture pour la mariée. Même à 2 à l'heure, une faute d'inattention peut vite coûter cher. Elle est où la limousine? Ah ouais, elle est... Ah merde, j'ai pas vu. Putain, merde. Désolé. En tout cas, nous, on n'ira pas. Voilà. Vous avez notre avis par rapport à ça, vous avez les tenants et aboutissants de ce business model. Et maintenant, on va parler du troisième business model qu'on connaît très bien puisque c'est quelque chose qu'on pratique depuis très longtemps. Toi depuis plus de 20 ans, moi depuis plus de 10 ans. Ça va être l'importation et la vente de véhicules, aujourd'hui à forte valeur ajoutée parce qu'on est sur un segment premium, et ça c'est venu avec le temps. Mais on n'a pas toujours vendu ces voitures-là. C'est clair. Il faut le dire. Aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé à un stade où effectivement on a des capitaux qui nous permettent de commercialiser des voitures premium, des voitures sportives, des voitures de luxe, avec des rentabilités qui sont vraiment très importantes. Mais ce n'était pas toujours le cas. Exactement, ouais. On vient tous les deux de loin. Hein. Toi, du coup... On n'a pas hérité. Ouais, ça c'est clair. On a commencé avec des petites voitures. Après moi, j'étais plutôt dans la sportive, quoi. Mais effectivement, on n'a pas toujours vendu des voitures ultra sportives, ultra premium, etc. On a commencé à vendre des voitures beaucoup plus banales, surtout pour ma part. Toi, tu étais effectivement toujours sur un marché de niche qui était le marché de la sportive. Mais moi, quand les premières voitures que je vendais, c'était des tout petits budgets, des tout petits prix. Et c'est que là, ces dernières années, où j'ai décidé vraiment de m'investir pleinement dans ce business pour arriver à ce positionnement-là, quoi. Mais ta première voiture, tu l'as achetée et vendue à quel âge? Ça remonte à longtemps. Moi, en fait, quand j'ai commencé cette activité, j'étais encore étudiant. Ah ouais? Ouais. Pour te dire, j'avais même pas le permis quand j'ai acheté ma première voiture pour la revendre. Je te jure. Comment tu voulais la rouler alors? J'avais emmené quelqu'un avec moi. Carrément. J'avais emmené quelqu'un avec moi, c'était en Allemagne. C'était une Renault Clio 2 bleue. C'était une voiture que j'avais achetée 1 800 €, il me semble, pour la revendre 2 800 €. Et avec les frais, etc., j'avais fait 800 € en l'espace de 2-3 jours. Ah, génial. Donc tu l'as vendue tout de suite, tu l'as trouvée sur un site sur Internet où il y avait encore le Sperrmühl? Parce que moi j'avais connu le Sperrmühl qui était un peu comme un... Non, en fait, moi je définissais un périmètre géographique en Allemagne, pas trop loin.
Donc là, en l'occurrence, c'était à Kehl, Ouais, c'est en vrai. Allemagne, c'est collé à Strasbourg. Et j'étais sur mobile, donc je regardais un petit peu. Et j'avais trouvé ce produit-là qui était à un prix intéressant par rapport au marché français. Et à l'époque, les Clio 2 se vendaient très bien. Donc, je Donc l'avais tu avais acheté. déjà fait une analyse alors? Oui, j'avais fait ma petite analyse de marché. Après, je partais aussi, quand j'avais le permis cette fois, je partais en Italie pour chercher des X5. Mais des X5, tu sais, les tout premiers modèles, quoi. Oui. J'ai toujours aimé les belles voitures. Mais après, quand tu as 5 000, 10 000 euros de budget, tu vois, tu peux pas aller Ouais, acheter des t'achètes Porsche, pas, des Ferrari. ouais. Donc là, je me souvenais, je partais près de Turin pour acheter un X5. Après, en Allemagne, j'ai acheté beaucoup de voitures aussi. Donc tu parles allemand et italien alors? Rien du tout. Rien du tout. Là, c'était vraiment la débrouille. Tu utilises un traducteur, tu essaies de te faire comprendre comme tu peux. Ok. Je parle un petit peu anglais, mais je parle pas un mot d'allemand et l'italien non plus. J'aimerais bien, par contre, parler italien comme toi. Toi, tu parles bien italien. Hein. Ouais, moi, c'est pas la force des choses, hein. Parce que c'était pas trop ton associé, mais Ouais. tu faisais du business, des affaires avec lui, un peu comme on fait nous. Ouais. Et lui, il était près de Com. Marco. Oui, Marco, il est à l'écho, ouais. Et au départ, moi, je parlais avec les mains, les machins. Et petit à petit, j'étais dans l'obligation. Mais c'est venu tout seul, tu vois, petit à petit, quoi. C'est quand tu aimes faire de l'argent et à un moment, tu as quand même du mal à comprendre, tu essaies de t'adapter. Après, moi, je suis plutôt, tu vois, je ne veux pas avoir un Italien qui est poussé. Mais sur les termes techniques, par exemple, de la voiture, oui. Là, j'ai une conversation. Après, je comprends certaines choses, mais c'est vrai que tu es dans l'obligation de faire ce chemin-là, et puis automatiquement, ta tête, elle va bien fonctionner. Alors que moi, l'allemand, ça ne rentre pas. Je parle un peu, et puis ça s'arrête là, quoi. Ah oui, non, c'est clair. Après, tu vois, l'italien, je trouve, c'est une belle langue. Contrairement à l'allemand, l'italien, tu as envie de l'apprendre et maîtriser cette langue, mais l'allemand, pas du tout, quoi. Ouais. Tout ça pour vous dire que, effectivement, l'automobile et ce métier-là peut vous challenger, vous permettre de monter en gamme, de monter en puissance et de faire de belles choses pour arriver à générer vraiment de belles sommes d'argent pour améliorer votre style de vie, etc. Augmenter un petit peu votre patrimoine, parce que c'est ça aussi, que ce soit pour toi ou pour moi, la locomotive qui nous a permis d'investir dans l'immobilier, dans d'autres domaines, pour justement générer des profits, des revenus passifs, etc. Et donc le business model de l'importation ou de l'achat-revente de voitures, il est simple. Ça consiste à acheter une voiture en dessous du prix du marché, avoir des fournisseurs de qualité. Alors à l'époque, nous effectivement, on était de la vieille école et puis on allait sur Mobile ou bien sur Subito, etc. Ça, je en connais Italie. aussi, hein. Ouais, J'ai aussi fait, ouais. voilà. Donc ça, c'était un petit peu la méthode à l'ancienne qui se pratique encore aujourd'hui. Mais avec le temps, voilà, on a trouvé des fournisseurs plus intéressants. Il y a beaucoup de biens aussi qui sont en off-market par rapport à toutes ces plateformes en ligne, tous ces fournisseurs en ligne, que ce soit Arval, des retours de location, etc. à longue durée. Et on a réussi à se constituer un réseau de fournisseurs pour acheter des voitures justement en dessous du marché, pour ensuite les revendre avec une plus-value. Et ce que j'aime, moi personnellement, dans ce business model-là, c'est que vous avez tout de suite un retour sur investissement. C'est vrai. Par exemple, tu es sur une autre activité, par exemple, tu as un commerce ou bien un restaurant, tu dois tout de suite immobiliser et investir beaucoup d'argent et attendre ensuite de te faire une clientèle, de te faire un nom, etc. pour dégager du profit et générer de la rentabilité. L'automobile, ce n'est pas comme ça. C'est du one-shot et vous avez tout de suite le fruit de votre travail. Et je pense que le commerce, justement, ça te permet, si tu veux, en limitant l'humain, parce que l'humain, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus difficile à gérer. Je préfère personnellement avoir 2-3 employés qui sont qualifiés, qui font bien le travail, grossir ma boîte et déléguer intelligemment, automatiser certaines choses et gagner, je dis une bêtise, 200, 300, 400 000 euros par an, plutôt que d'avoir une boîte où j'ai 30 salariés à gérer qui réalisent 500 000 ou 1 million de bénéfices. Je pense que l'humain, c'est quelque chose de complexe et le business model d'automobile, il permet de générer beaucoup de chiffre d'affaires, beaucoup de rentabilité avec peu de moyens, avec une petite structure et en limitant justement le personnel. Mais justement, vu que tu parles de ça, un moment, j'avais un peu creusé, tu sais, sur la fin, quand tu cherchais les véhicules chez Tabor, tu m'avais expliqué un peu que tu t'étais à coquiner avec un vendeur qui était sympa,
Tu avais les clés de toutes les voitures, tu les choisissais, tu prenais les voitures qui n'avaient pas de boss, qui étaient propres, d'après ce que j'ai compris. Et ce qui m'a vraiment impressionné sur la fin, alors je voudrais 2 chiffres. Je voudrais savoir avec quel trésor tu tournais, parce qu'à mon avis, ça doit être ridicule. Et quand tu m'as dit que tu as arrêté, et quand tu as voulu scaler justement sur les voitures de sport, c'était quoi le chiffre d'affaires de ton dernier mois? Ok, alors, il fut un temps effectivement, avant de reprendre ce local, et même quand je l'avais repris, je travaillais encore avec ce fournisseur. En fait, Tabor, si vous voulez, Hakel, c'est une grosse entreprise qui est aussi mandataire automobile et qui achète des gros stocks de véhicules chez les constructeurs pour les revendre à particuliers. C'est souvent des véhicules neufs ou très récents. Et en fait, eux, ils font beaucoup de reprises. Donc, ils ont un parc en Allemagne où ils ont plus de 300 voitures. Et moi, j'avais mes habitudes là-bas parce que c'était pas trop loin de ma boutique. Du coup, il fut un temps, en fait, c'était il y a quoi, 5 ans de ça remonte pas à très longtemps. Mais avant que je reprenne ce local-là, je faisais des allers-retours en permanence. Donc, un jour sur 2, j'étais là-bas, je partais le matin. Et tu étais à combien dans la boîte du coup Ah, j'étais tout seul. Non, j'étais tout seul. En fait, je faisais tout seul. Super. Donc, j'allais chercher les voitures, des fois avec ma femme. Je les préparais, donc je les nettoyais, je les emmenais au contrôle technique. Je mettais les annonces, je m'occupais des cartes grises, etc. Boulot de dingue, quoi. Voilà, boulot de dingue. Et du coup, voilà, moi, j'arrivais à faire entre 1000 et 2500 euros de plus-value par voiture, mais c'était des petits prix. C'était des voitures à 3 4 000 euros maximum. Et là, je tournais avec une trésor de 50 000 euros. Donc c'est peu. 3 fois rien. C'est même pas le prix d'une voiture qu'on a ici. Donc j'avais voilà, 5, 6, 7 voitures à peu près. Des fois 10, mais pas plus. J'avais une bonne rotation de stock. Okay. C'est-à-dire que la voiture, je l'achetais, je la ramenais, je la préparais, je la mettais en annonce. Et en une semaine, elle était vendue. Une semaine pile poil ou 2 jours ou... Ça dépend des voitures. Il y a des voitures que tu mettais en annonce, tu la vendais le lendemain, d'autres que tu gardais 1 mois en stock, ou 2 mois même, c'est déjà arrivé. Et si le lendemain, tu avais 10 coups de fil, tu te disais pas, je l'ai pas mis assez cher? Si, tu te le dis, mais après, voilà, une voiture qui est vendue et de l'argent qui rentre aujourd'hui, c'est mieux que plus d'argent qui rentre dans 1 mois ou dans 2 mois. Parce que quand tu as une trésorerie qui est vraiment très limitée comme ça, c'est tendu. Hein. C'est voilà, faut vite enchaîner, etc. Et quand j'avais rendu la boutique, justement que j'avais avant de venir ici, j'avais un tout petit loyer, tu vois, j'avais un petit bureau et tout, mais voilà, je me démerdais pas trop mal, j'étais tout seul. Et là, j'avais fait 38 000 euros de plus-value le dernier mois, c'était un mois de septembre, je me rappelle. Avec 50 000 euros de trésorerie. C'est énorme. Avec des petits prix. Et je faisais tout seul. Et après, en fait, j'étais quand même assez fatigué parce que là, tu bosses vraiment 70, 80 heures par semaine. Tu pars tôt, tu rentres tard. C'est du lundi au samedi et c'est une charge de travail qui était quand même importante. Après, je me suis remis un petit peu en question. J'avais pris 2-3 mois de vacances. Et quand je suis revenu, je me suis dit, bon, j'ai bien compris le principe de ce modèle économique, mais vendre une voiture à 200 000 et faire 20, 30, 40 000 euros de marge, et vendre une voiture à 5 000 avec 1 000 ou 2 000 euros de marge, c'est le même travail. C'est vrai. Donc autant faire beaucoup moins de volume. Quoique. Quoique, une voiture où tu vas faire 1000 balles, c'est une petite voiture. Alors, je dis pas que c'est une merguez, hein, mais c'est une voiture à 5 000 euros, tu risques d'avoir des problèmes, tu as du SAV. Oui. Ah non, mais ça c'est clair. Et une voiture à 200 000 euros, normalement, c'est une voiture qui a peu de kilomètres, qui est suivie constructeur, ou tu as 0. Donc en fait, c'est l'inverse. Tu as moins de travail quand tu fais ça, et effectivement, tu limites ton SAV, etc. Et tu as une belle clientèle aussi, il faut le dire. Quand tu vends des voitures à 3 000, 4 000 euros ou 5 000 euros ou un petit peu plus, c'est des gens souvent qui ont peu de moyens et c'est des gens qui ont des attentes beaucoup plus élevées qu'un mec qui t'achète une voiture à 200 000. Ils vont tout vouloir, ils vont tout vérifier, ils veulent pas de frais, ils veulent une bonne garantie et tout et tout. Et du coup, voilà, moi je me suis remis un petit peu en question et je me suis dit, voilà, il faut que j'aille chercher des fonds, lever des fonds pour justement scaler. Scaler dans le sens, pas faire plus de volume, mais vendre des voitures de très haute qualité avec vraiment des marges très confortables. Et ensuite, je t'ai rencontré parce que toi, tu étais propriétaire à l'époque de ce local qu'on a racheté ensemble derrière. Et toi, c'est vrai que notre rencontre était assez game changer dans le sens où tu faisais un petit peu, avant que je reprenne ton local, ce que je voulais faire.
Et quand on discutait, tu m'expliquais un petit peu les marges que tu faisais, etc. Et là, en fait, ça a complètement cassé mes croyances limitantes. Parce que toi, tu faisais à l'époque des marges pour moi qui étaient vraiment incroyables. Et après, de fil en aiguille, donc en l'espace de 3 ans, on en est arrivé là. Et aujourd'hui, voilà, on a une bonne trésorerie, les capitaux qu'il faut pour justement générer beaucoup de valeur et faire de belles opérations, quoi. Donc, d'après ce que je comprends, hein, d'après ce que tu m'expliques, c'est vrai que c'est pas évident, ça veut dire de venir de là où tu es. En fin de compte, tu as un mode de fonctionnement qui fonctionne très bien. Et donc, tu restes dessus parce que tu es sûr que ça fonctionne, que c'est la bonne solution, etc. Et à un moment, tu rencontres une personne, donc moi, Ouais. tu changes ton fusil d'épaule et tu te dis, tiens, pourquoi lui il gagne plus que moi? C'est ça, Pourtant, on fait la même chose. c'est clair. On le fait même le boulot. Et peut-être moi, je suis plus abouti que lui, j'ai peut-être des meilleurs process, etc. Quoi. Bah, moi, je te félicite déjà pour Merci. là où tu es aujourd'hui et d'où tu viens. Et après, là aussi, tu m'emmènes, hein, parce que tu m'emmènes aussi un peu. Hein. Moi, ça me fait plaisir aussi d'être encore dans le game. C'est super sympa, je trouve que c'est une très belle évolution. Moi, cette clientèle-là, c'est vrai que je ne l'ai pas eue, je ne l'ai pas côtoyée. Une clientèle avec des véhicules entre parenthèses, ticket moyen à 200 000, 250 000 euros. C'est des très belles personnes aussi. Mais là où, je veux dire, entre parenthèses, où il faut quand même être pro. C'est-à-dire qu'il faut quand même des années, il faut le beau discours, il faut comprendre les personnes, il faut être psychologue. C'est pas si simple que ça, c'est pas amener à tout le monde de dire voilà, tu vas vendre une voiture à 200 000 euros. Tu peux m'en dire un peu plus, soit, comment tu le ressens? Par rapport à quoi? Bah, pour vendre une voiture à 200 000 euros, par exemple, quand tu étais jeune, tu n'aurais pas pu la vendre, c'était compliqué. Ah oui, c'est clair. Bah, je pense qu'il faut quand même un minimum de vécu, d'expérience. Ouais, quoique non, je connais des jeunes qui vendent des Ferrari à 22, 23 ans. Mais en fait, si tu veux, ce qui est important sur de la vente de voitures très sportives, c'est 3 choses, je dirais. D'une part, paraître expert de ton domaine, quel que soit ton âge. Et c'est vrai que moi, on me dit, attendez, c'est vous le patron, vous avez quel âge? Mais après, derrière, quand ils ont une discussion avec moi et qu'ils voient que voilà, je suis en place, je maîtrise le sujet, etc., ils sont rassurés. Donc, paraître expert de ton domaine et paraître aussi, si tu veux, complètement sûr de soi. Vraiment, zéro doute, je veux dire. Tu maîtrises ton C'est ça. ton produit, quoi, ce que tu vends, quoi. Voilà. Moi, je veux dire, nous, là-dessus, on n'est pas stressé, quoi. Moi, je me souviens qu'une fois, c'est vrai, la première Lancia que j'ai vendue a coûté 200 000 euros. Le lendemain, je savais que le client il allait arriver. Le soir, j'ai vomi. Ah oui. Tu vois, j'étais pas bien, quoi, parce que j'ai eu, si tu veux, des reflux parce que j'étais stressé. J'étais pas bien, je savais pas qui c'était, je savais pas machin. C'était compliqué, quoi. Ça t'avait vraiment stressé. Ouais, quoi. parce qu'il y avait une super grosse marge aussi. Ah, oui. C'était pas, je pense pas que C'était quoi le chiffre? 100 000 euros de marge. Là, c'est sûr que ça stresse, quoi. Ça fait beaucoup de sous. Bon, c'était divisé par 2, hein, mais c'est vrai que c'est stressant. Tu gagnes pas, tu fais pas des marges comme ça. Moi, j'en ai fait 2. Hein. Je dirais, Oui, après, voilà, Là- des marges comme ça, je me le souhaite d'en faire. Ah bah, je nous le souhaite. Voilà, avec toi, et je pense qu'on le fera. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas maintenant partir dans des schémas où Oui. on se dit, voilà, on va faire 100 000 de marge par voiture tous les mois ou autre. Mais en général, voilà, on arrive quand même à faire des beaux chiffres. Là, dernièrement, sur le Russe, on était grosso modo à 40 000 euros, un peu plus, je crois. Un peu plus, on était à 42 500 pour être exact. Voilà, on avait fait une Ferrari là dernièrement, une 488 Spider, où on a eu une rentabilité à peu près similaire. Et maintenant, on enchaîne avec de belles voitures comme ça, des beaux produits comme ça. Mais effectivement, il faut être expert de son domaine. Et autrement, les qualités requises, voilà, être présentable, je veux dire, recevoir ton client dans un environnement qui est cohérent par rapport à ce que tu vends, etc., etc. De bons avis aussi. Ah oui, de bons avis, ça- avoir une très bonne réputation. Aujourd'hui, la réputation, effectivement, on a mis du temps à la construire, mais c'est des efforts, c'est un souci vraiment chirurgical de la qualité, aussi bien des produits
que des échanges que tu as avec ton client. Avoir une image de marque vraiment qualitative, professionnelle et premium, ça c'est important. Mais c'est des choses de toute façon en fait, qui se font un petit peu avec le temps. Et si tu veux, tu as le temps en fait, de digérer les choses, tu as le temps d'avancer, de te construire, de prendre en expérience, etc. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Moi, Donc toi, tu conseillerais plutôt sur la finalité, c'est-à-dire de commencer avec des petites voitures, de se mettre un peu en route. Alors, moi maintenant, je suis partisan de, si tu commences à avoir une seule voiture, mais une bonne voiture, ou 2 voitures, ou 3 voitures, mais pas commencer à se dire, ok, je vais acheter 10 Clio à 3 000 €. Ok. Donc, diversifier peut-être un minimum, pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais privilégier la qualité à la quantité. Ouais, ça là-dessus. Voilà. Ouais. Ça ne sert à rien d'avoir 10, 15 voitures, alors que tu peux en avoir 2, 3 et faire les choses proprement et gagner à peu près le même montant que si tu avais 10 ou 15 voitures, quoi. Donc ça, et après, effectivement, avec le temps, voilà, grossir le capital, se professionnaliser. Et il ne faut pas beaucoup de temps en réalité, hein. En l'espace de 2-3 ans, on arrive à faire vraiment de belles choses Ça, c'est clair. dans l'automobile. Et moi, j'en suis témoin. Je veux dire, les gens qui me suivent ont vu un petit peu quelle était la progression depuis les 3 ans là, que j'ai cette chaîne YouTube. Mais effectivement, ça prend peu de temps. Mais pourquoi? Parce que c'est structuré, tu as des process, tu t'es mis une ligne de conduite aussi. Après, tous les deux, hein, je pense, toi, tu es meilleur que moi dans la vente, parce que tu es beaucoup plus carré. Justement, Ça dépend avec qui. Tu viens de closer une Aston Martin, là, un monsieur de 70 ans, que moi, j'ai pas réussi à closer. 82 ans. Oui, ça c'est autre chose. Ouais, Tu on se complète. Mais il faut aussi venir sur un sujet, justement, je voudrais un peu en parler, je voudrais voir comment toi, tu te positionnes là-dessus. Et je sais que tu te sens bien sur les deux, comme moi, mais donner des conseils justement à nos abonnés, à tes abonnés, pardon. Bah écoute, c'est aussi les tiens. Comment, par exemple, si tu as un vendeur, est-ce qu'au téléphone c'est plus dur quand tu l'as ou quand tu l'as en face de toi? Quand tu dois vendre une voiture, si tu veux, c'est au téléphone, ça va être plus compliqué ou ça va être en face de toi? Alors, quand on est sur ce segment de voiture, il y a beaucoup d'échanges à distance. Donc au téléphone. Donc au téléphone. Par contre, quand tu fais des petits prix, moi à l'époque, quand je vendais des voitures à 3 000 – 4 000 €, c'était presque du présentiel. Pourquoi? La raison est simple, c'est que si toi tu es à Bordeaux et que ton client il est à Paris et qu'il doit acheter une voiture à 3 000 – 4 000 €, il ne va pas faire le déplacement, il ne va pas aller à l'autre bout du pays, quoi. Par contre, sur des segments qui sont premium, si toi tu es client et que tu cherches, je dis une bêtise, une 992 en 4S avec moins de 10 000 km en gris-cray, tu ne vas pas en trouver 10. Et forcément, celle que tu vas trouver, dans la plupart des cas, elle est loin de chez toi. Donc, il y a des échanges à distance qui se font. Mais quand c'est des petites voitures à petit prix, donc le mec il t'appelle, elle est dispo, ok, on se donne rendez-vous, on se voit où, je dois venir où, et là tu reçois ton client en présentiel. Moi personnellement, j'ai aucune difficulté à recevoir un client ou à traiter un appel entrant ou autre. Je veux dire, il faut bien connaître son produit. Et en fait, je pense que ça part de là. Si tu vends un produit de qualité et que tu es sûr que cette voiture, elle sera bénéfique pour ton client, qu'il n'y a pas de doux, etc., tu vas bien la vendre et tu n'auras pas de problème à vendre. Par contre, si tu sais pertinemment que la voiture que tu es en train de vendre, le mec il va être lésé parce que voilà, il y a un problème, l'historique il n'est pas limpide et tout, tu te sens mal et tu as un petit peu cette boule au ventre, quoi. Donc c'est pour ça que moi j'ai toujours insisté là-dessus, pour que tu vois, ça se passe bien aussi à la vente et après la vente, quoi. Ah, mais là, je te rejoins parce que moi, c'est vrai, il y a longtemps, il y a des fois où malheureusement on a tous fait des mauvaises reprises et c'était des voitures où je la voyais le matin, tu vois, je dis il n'y a personne qui appelle, je la vendrai pas, de toute façon elle est nulle, je n'ai pas pris la bonne couleur, etc. Et un jour je me lève et je la regarde, je dis c'est la plus belle voiture du monde et aujourd'hui je vais la vendre. Et là du coup je crois en mon produit, quoi. Et là, mais c'est clair. raison, hein. Et c'est vrai qu'il faut que tu sois le premier convaincu pour convaincre ton client. C'est clair. Parce que si toi-même tu n'es pas convaincu que c'est la plus belle voiture, voilà, quoi. Par contre, j'ai remarqué ce qui est assez rigolo quand tu vends des petites voitures, il n'y a pas tellement de questions au téléphone. C'est est-ce qu'elle est disponible? Vous êtes où? Demain rendez-vous à 10h. Et ça va super vite. Ça va super vite. Non, c'est clair, les petits prix, les petites voitures,
tu les vends rapidement. Enfin, je veux dire, c'est. Tu tends les clés, ils font l'essai, en 10 minutes, Oui, ils reviennent. voilà. Tu Ouais. fais le contrat, ça vous plaît, ok, c'est quoi la garantie? C'est ultra simple, effectivement. Ouais. Donc, le business model de l'importation, l'achat-revente de voitures, c'est ça. C'est acheter des voitures en dessous du marché, les revendre avec une plus-value, avoir en annexe, si vous professionnalisez, des partenaires pour de la garantie, pour la remise en état du véhicule, etc. etc. Mais en soi, voilà, c'est un business model qui est simple. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qu'on recommande à tout le monde. Vous pouvez le faire en tant que particulier, vous pouvez le faire en tant que professionnel. Et souvent, moi, ce que je constate par rapport aux membres de ma formation, c'est que ceux qui mettent un pied dedans, qui le font en tant que particulier en se disant, bon, tu sais, souvent ils me disent, ah, pour l'instant, moi, je veux pas être pro, pour l'instant, moi, je veux faire ça tranquille dans mon coin. Un an après, tu reçois un mail, j'ai monté mon affaire, j'ai eu mon SIRET. Ah, mais ça t'a eu un mail, là, tu me l'as fait lire, là, il n'y a pas longtemps, là. Ben ça, j'en ai plein. Effectivement, ça me fait plaisir. Mm. Et moi, si tu veux, à terme, l'objectif que j'ai, c'est justement de développer un petit peu ce réseau avec ce club d'entrepreneurs axé sur l'automobile et qu'on soit tous, je veux dire, ensemble dans ce marché-là. Et c'était un petit peu le but quand j'ai créé un petit peu tout ce business en ligne. Mais effectivement, ça me fait plaisir. Et ces personnes-là, en fait, qui mettent un pied dedans, bah, tu les vois un an après, ils te disent, bon, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai gagné tant. Ouais, ils ont Maintenant, faim. Ils ont faim. Et ils se disent, écoute, là maintenant, je monte mon affaire. Ouais. Si tu veux passer, t'es le bienvenu. Et j'ai tant de voitures, je vais mettre tant d'argent, et j'ai pris tel local, etc. etc. Donc, ça se fait avec le temps. Et puis, nous, on est là aussi pour démocratiser ça. Ce n'est pas un milieu qui est fermé. Et puis, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Exactement, tout à fait. Merci pour Bah, cette merci vidéo. à toi, cette on belle aurait pu vidéo. encore en parler. Voilà, des on heures va et faire des des heures. vidéos pas trop longues pour pas trop vous saouler. Ouais, c'est vrai que c'était très intéressant. Je pense qu'il y a, on n'a pas tout dit. Hein. On n'a pas tout dit, parce que voilà, après, là, il va bientôt faire nuit, il fait nuit assez tôt, on est en hiver. Voilà, on a essayé de donner un maximum de valeur, comme d'habitude. Merci Seb, Merci, à bientôt. à bientôt.